Alors, après avoir découvert la structure d'un réseau et les éléments qui le composent, tu te demandes comment toutes ces informations font pour ne pas se mélanger. Alors faisons comme d'habitude, tu bouges pas et je te montre. Ok, petite révision. Tu reconnais ici le réseau du collège que nous avons déjà étudié avec ses deux serveurs, son switch, sa borne Wi-Fi, les postes clients et son imprimante réseau, mais aussi et surtout son routeur. Bien évidemment, il existe d'autres réseaux comme le nôtre dans d'autres collèges, mais aussi dans les entreprises. Ces réseaux sont interconnectés grâce à leur routeur et c'est l'ensemble de tous ces réseaux qui forment le réseau mondial Internet. Chez toi, à la maison, tu y es aussi relié, sauf que la structure de ton réseau est bien plus simple. Elle est très souvent composée d'une imprimante, pas forcément réseau, d'un poste client et d'un routeur. Oui, tu as bien entendu, d'un routeur, sauf que tout le monde l'appelle une box. C'est elle qui te permet d'avoir un réseau Wi-Fi à la maison et de profiter du téléphone. Bon, avant d'aller plus loin, voyons un petit peu de vocabulaire sur le réseau que nous venons de décrire. Ton réseau personnel à la maison porte le nom de PAN, acronyme de Personal Area Network, zone de réseau personnel si on peut dire. C'est le nom que l'on donne aux petits réseaux qui sont reliés en Wi-Fi. Le réseau du collège, quant à lui, porte le nom de LAN, Local Area Network. Il est souvent bien plus important et nécessite des switches pour relier de nombreux ordinateurs avec la technologie Ethernet et possède un serveur. Il existe aussi d'autres appellations comme le MAN ou le WAN qui regroupent ensemble plusieurs LAN privés d'une même société. Et enfin, il existe le GAN, acronyme de Globe Area Network. C'est le réseau mondial connu sous le nom d'Internet. Sur ce réseau Internet viennent se connecter plusieurs autres réseaux, comme celui du collège, toi avec ta box, mais aussi des réseaux de téléphonie mobile, des data centers comme Google ou des data centers qui hébergent des sites comme par exemple celui de technologie qui est hébergé chez Free. Grâce à Internet qui relie tous ces serveurs, nous pouvons échanger énormément d'informations, des vidéos, des mails, des photos, des fichiers, de la voix aussi avec la téléphonie. Mais comment faire pour qu'aucune de ces informations ne se perde ou ne se mélange? Pour cela, Internet utilise des protocoles. Un protocole, c'est comme une langue parlée. Pour te faire comprendre en Angleterre, il faut que tu saches parler l'anglais. Un protocole, c'est la même chose. Pour que deux machines puissent s'échanger des informations, elles doivent parler le même langage, utiliser le même protocole. Sur Internet, les deux protocoles les plus utilisés sont le protocole TCP et le protocole IP. Ils sont complémentaires et vont toujours ensemble. D'ailleurs, on parle souvent de protocole TCP/IP. IP signifie Internet Protocol. Son rôle est d'attribuer à chaque appareil une adresse unique pour les identifier. C'est la fameuse adresse IP. Elle est composée de 4 groupes de chiffres. Sur un réseau local LAN, les 2 premiers groupes sont identiques. Le troisième correspond au numéro du sous-réseau. En fait, sur un réseau, quand les ordinateurs sont trop nombreux, on peut les répartir dans plusieurs groupes, dans plusieurs sous-réseaux. Et le dernier, c'est tout simplement le numéro du poste. TCP, quant à lui, signifie Transmission Control Protocol. Son rôle est de contrôler la transmission des données et de faire en sorte qu'elles ne se perdent pas. Pour comprendre son fonctionnement, nous allons prendre un exemple très concret. Pour cela, je vous présente Kevin et Bob. Ils ont tous les deux un PC, et Kevin souhaite partager la photo de ses vacances avec Bob. Bien évidemment, chaque ordinateur est relié à Internet grâce à un routeur. Grâce au protocole IP que nous venons de voir, chaque routeur a récupéré une adresse IP. Et c'est là que la magie d'Internet intervient grâce au protocole TCP. La photo de Kevin va être découpée en petits morceaux, et chacun de ces petits morceaux va être numéroté. Chacun de ces morceaux est appelé un paquet. De façon très imagée, on peut imaginer que ces paquets sont transportés dans des petits cartons. Mais au lieu que ce soit le facteur qui distribue les cartons, en fait, c'est les routeurs qui vont s'en occuper, en utilisant le protocole TCP. Chacun de ces paquets est étiqueté avec l'adresse IP de départ et l'adresse IP d'arrivée, et bien sûr le numéro du paquet. Comme son nom l'indique, le routeur va calculer la route la plus rapide pour amener le paquet à bonne destination. À l'arrivée, c'est le logiciel qui est en charge de récupérer l'image, qui la reconstitue en recollant les morceaux. C'est d'ailleurs très souvent le rôle du navigateur. Les paquets sont envoyés les uns après les autres. Le routeur n'attend pas forcément que certains soient arrivés pour en envoyer d'autres. Il peut arriver de temps en temps qu'une branche entre deux routeurs soit occupée et crée un bouchon. Les paquets sont alors mis en attente jusqu'à un retour normal du réseau. Pour éviter de rajouter des paquets sur la branche saturée, les routeurs vont alors calculer une nouvelle route et passer par des routeurs supplémentaires. Mais dans ce cas, tu te rends bien compte que le paquet 4 est arrivé avant le paquet 3. Et donc, c'est le navigateur qui va stocker ce paquet dans l'attente du troisième. Il se peut aussi que certains routeurs tombent en panne. Et donc, dans ce cas, encore une fois, un autre chemin doit être calculé.
Tu serais surpris de voir par où passent les paquets. Des fois sur terre dans les câbles téléphoniques qui courent le long des routes, des fois sous terre ou sous la mer, et des fois même dans les airs en passant par les relais téléphoniques ou les satellites. Encore une fois, le paquet 5 est arrivé avant le paquet 3, et donc le navigateur le garde en mémoire. Ce n'est que lorsque le paquet 3 arrive enfin à destination que le navigateur peut afficher le paquet 4 et 5, et ainsi de suite jusqu'au dernier paquet. Tu comprends maintenant pourquoi certaines vidéos ou certaines images arrivent de façon saccadée. Mais revenons à notre protocole IP. Comment faire pour obtenir cette fameuse adresse IP? Car pour accéder à Internet, ton routeur ou ta box doit obligatoirement obtenir une adresse IP. C'est ton fournisseur d'accès Internet, le FAI, qui t'en délivre une à chaque fois que tu allumes ta box. Il existe plusieurs fournisseurs, Bouygues, SFR, Orange, Free et d'autres. Un autre protocole tout aussi important est nécessaire pour accéder au site sur Internet. C'est le protocole DNS, Domain Name System. Ce protocole est géré par un serveur qui porte le même nom. Le serveur DNS est comme l'annuaire des PTT, qui relie une personne à un numéro de téléphone. Ici, le serveur DNS transforme une adresse Internet en une adresse IP. Alors c'est bien beau tous ces protocoles, mais comment ça fonctionne en fait? Alors pour ça, je vais faire appel à mon assistant. Hello! Bonjour. Avec lui, nous allons ralentir le temps et voir étape par étape ce qui se passe lorsque tu fais une recherche sur Internet. Tout d'abord, nous l'avons vu sur une autre vidéo, il faut commencer par s'identifier avec ton identifiant et ton mot de passe. C'est le serveur d'authentification du collège qui t'autorise ou non à te connecter. Une fois connecté au serveur, il faut choisir un navigateur pour naviguer sur Internet. Il en existe plusieurs, Firefox, Chrome, Edge, Safari, Opera. La plupart du temps, nous utiliserons Firefox. Une fois le navigateur chargé, il nous faut un moteur de recherche, et nous prendrons Google, le plus connu pour exemple. Bon alors, que se passe-t-il quand tu tapes l'adresse de Google dans la barre de l'URL? Bon ok, Google se charge, mais que s'est-il vraiment passé? Regarde bien sur l'animation, le petit point bleu nous montre par où passe l'information. En fait, quand tu valides l'adresse de Google sur ton navigateur, tu envoies ce que l'on appelle une requête, qui demande tout simplement la page d'accueil de Google. À cet instant, ton navigateur va chercher dans le DNS l'adresse IP du serveur Google qui correspond à google.com. Une fois passé par le DNS, l'information peut alors se diriger vers le serveur de Google qui retourne alors sa page d'accueil. À l'étape suivante, tu vas taper dans la barre de recherche de Google les mots-clés pour trouver le site de technologie, comme par exemple collège, la, Boissy et technologie. Et lorsque tu valides, tu récupères plusieurs liens possibles pour les sites qui contiennent les mots-clés que tu as tapés. Encore une fois, sois attentif au petit point bleu. Lorsque tu valides les mots-clés, le navigateur va cette fois-ci directement sur le serveur de Google, plus besoin du DNS puisque maintenant ton navigateur connaît l'adresse IP du serveur. En retour, Google te renvoie la liste des liens possibles. Dernière étape enfin, tu cliques sur le lien qui correspond au site de technologie qui, je te le rappelle, est hébergé chez Free. Et la page d'accueil apparaît. Mais comme ton navigateur ne connaît pas l'adresse IP de free.fr, par où doit alors passer la requête? Par le DNS? Exactement, bien, tu as raison. La requête envoyée par ton navigateur passe par le serveur DNS pour récupérer l'adresse IP du serveur de Free. La requête peut alors accéder à la page d'accueil du site. Celle-ci est renvoyée alors à ton navigateur. Encore une fois, tout ceci est possible grâce à un autre protocole appelé protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Et lorsqu'il est sécurisé, il devient HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, de plus en plus utilisé pour éviter que les méchants hackers viennent te pirater. Mais ce n'est pas fini. Pour éviter que toutes les données ne se mélangent, chacune, suivant leur type, utilisera un protocole différent. Ainsi, quand tu es en vacances par exemple, et que tu veux envoyer tes photos sur des réseaux sociaux ou sur le cloud pour pouvoir les regarder plus tard quand tu seras rentré chez toi, tu utilises le protocole FTP, acronyme de File Transfer Protocol. Pour recevoir tes mails, c'est pareil, c'est le protocole POP3 ou IMAP que tu vas utiliser, Post Office Protocol et Internet Message Access Protocol. Et pour les envoyer, c'est le protocole SMTP qui est utilisé, Simple Mail Transfer Protocol. Bon voilà, c'était pas si compliqué. Maintenant, tu sais faire la différence entre les différents protocoles et tu sais comment fonctionne Internet. Alors n'hésite pas de regarder à nouveau cette vidéo pour améliorer et mémoriser tes connaissances nouvellement acquises.